s'attendre à beaucoup moins de contre-pouvoirs et à une remise en cause d'un certain nombre des institutions américaines. Déjà, le fait de commencer sa présidence avec des décrets, comme il l'avait fait déjà en 2017, donne un signal qui prétend rendre le système exécutif dominant aux États-Unis, alors que dans la Constitution, au contraire, il est prévu qu'il y ait des contre-pouvoirs au niveau législatif et aussi une possibilité de mettre en accusation un président qui violerait la Constitution qu'il est censé protéger et défendre. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un souhait d'imposer l'exécutif comme le seul pouvoir qui compte véritablement, en passant des décrets qui ne nécessitent pas une quelconque discussion au Congrès, alors même que son parti a la majorité, mais c'est une majorité assez mince. Ce qui est marquant dans cette nouvelle présidence Trump, c'est qu'il se prétend investi d'un mandat, alors le terme en anglais euh, a des connotations différentes de ce qu'il a en français, parce que il s'agit véritablement d'un pacte avec l'électorat, son équipe de campagne et tous ses relais aux États-Unis comme dans d'autres pays, dont la France, nous disent à longueur de journée que sa victoire a été écrasante. C'est vrai si on regarde le collège électoral, et encore d'autres présidents, contrairement à ce qu'il prétend, ont eu des majorités plus importantes que la sienne dans cette instance, avec les grands électeurs qui ne représentent pas exactement le vote populaire, mais le poids des différents États. Pour ce qui est du vote populaire, donc ce qui est commun à toutes les démocraties, il y a eu seulement 49,9%. Effectivement, c'est une victoire à la loyale, mais ce n'est pas un raz-de-marée, il n'a pas eu un score absolument écrasant. Et les électeurs ont surtout voté contre Biden, contre la hausse des prix, contre l'inflation, contre la vie chère. Ils n'ont pas forcément voté pour la révolution de société qu'ils réclament. C'est vrai ils sont sensibles aux questions sécuritaires, notamment à la frontière, mais toute l'insécurité qui existe aux États-Unis n'est pas du seul fait des immigrés sans papier. Il y a parmi eux des criminels, évidemment, mais ce n'est pas la vaste majorité. Quand vous êtes sans papier dans un pays, en général, vous essayez plutôt de faire profil bas que de vous faire remarquer en assassinant les gens. Donc, c'est cette absence de contre-pouvoir qui est inquiétante. Et aussi l'influence de plus en plus importante et explicite des GAFAM, ceux qu'on appelle les tech bros, ces grands patrons d'industrie de la tech qui se taillent des parts de marché grâce notamment à des subventions fédérales et veulent orienter la politique des États-Unis. Donc, il y a des intérêts spécifiques qui semble vouloir prendre le pas sur l'intérêt collectif, ce qui était normalement ce que devaient rechercher les institutions américaines dans ce jeu d'équilibre qui avait été voulu à l'époque des Lumières par les pères fondateurs. C'est certain qu'il va y avoir des transactions, mais d'État à État, parce que Trump ne croit pas, et ça ne l'arrange pas en fait, mais ne croit pas dans la supranationalité, dans les grands ensembles, ce qui est assez ironique quand on regarde l'histoire américaine, parce que le principe même de la Société des Nations est une idée d'un président américain, Wilson, qui est à peu près l'exacte antithèse de ce qu'on a aujourd'hui avec Trump. Trump croit dans les États-nations et surtout dans les empires en réalité. Il n'a de respect que pour les empires et les dictateurs qui sont à leur tête, des gens comme Poutine, Xi Jinping, ou aussi le leader coréen Kim Jong-un. Et pour lui, l'Europe est un ramassis de démocraties libérales qui sont faibles et il préfère nettement mettre la pression avec des menaces de tarifs douaniers exorbitants, de façon à imposer, comme il l'a dit tout récemment au sommet de Davos, imposer des conditions plus favorables pour sa propre économie, pour que les Européens, par exemple, achètent davantage de produits agricoles des États-Unis, ce qui pose un certain nombre de problèmes, étant donné que quand vous vivez là-bas, par exemple, c'est très compliqué d'acheter du lait qui soit sans hormones, y compris dans les magasins bio. C'est très compliqué d'éviter les OGM. Vous n'avez absolument pas de traçabilité qui puisse expliquer
au consommateur de façon claire ce qu'il s'apprête à mettre dans son assiette. Et ça, c'est quand même assez préoccupant. D'autant plus que face à lui, on n'a pas, il ne va pas trouver une Union européenne véritablement unie, puisqu'il y a tout un bloc qu'on désigne par le terme de populiste, un bloc souverainiste de leaders qui estiment qu'il faut effectivement défendre les intérêts de leur pays avant de défendre les intérêts européens. Donc, il va falloir s'attendre à ce qu'il essaie de désarticuler l'Union européenne dans son volet économique en traitant de façon bilatérale avec certains de ses alliés potentiels, comme par exemple l'Italie ou la Hongrie. La campagne de Trump a, dans un sens, accompagné la révolution des réseaux sociaux qui avait déjà été notée lors de l'élection de 2000. Mais là, le phénomène s'est amplifié, ce qui a amené un certain nombre de commentateurs politiques à se méprendre sur l'efficacité des campagnes. On pensait que la campagne de Kamala Harris avec les démocrates, qui faisait du porte-à-porte de façon traditionnelle, qui promouvait un dialogue en face à face avec les électeurs et les électrices, serait gagnante parce qu'elle avait aussi amassé plus dans ses trésors de campagne qui lui avaient été légués un peu tardivement par Joe Biden. Elle avait amassé plus que Trump. Et habituellement, on pensait que la campagne qui avait amassé le plus de fonds serait celle qui gagnerait. Et en fait, on voit que le matraquage sur réseaux sociaux, euh, le matraquage des électeurs, en particulier les électeurs des fameux États pivots qui décident de l'intégralité de l'élection, a été extrêmement efficace puisque on martèle un message qui peut aussi intégrer des deepfakes de façon à donner l'impression que certaines catégories d'électeurs qui sont normalement menacés par le discours de Donald Trump sont en réalité acquises à sa cause. Donc, le fait de retirer tout le fact-checking est quelque chose de très grave. Il ne faut pas se voiler la face ni chercher à le minimiser en parlant de liberté d'expression. C'est vraiment c'est de la manipulation de parler de liberté d'expression au même moment qu'on promeut la censure dans les grands médias de presse, qu'on promeut même la censure de dessins humoristiques qui se moquent du patron du Washington Post. Donc, on a une espèce de mainmise euh, à visée monopolistique de ces patrons de la tech aussi sur les médias, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient plus traditionnels comme la presse. Le Los Angeles Times, par exemple, ou le Washington Post commencent à devoir vraiment obéir aux souhaits du patron. Et on voit des rédactions entières qui se font virer, en fait, si elles n'acceptent pas de répéter la doxa du chef. Donc, l'élimination du fact-checking est minimisée par des gens comme Zuckerberg qui disent, bah, si vous voulez contrer les contre-vérités qui sont diffusées sur mon réseau, vous n'avez qu'à le faire vous-même, vous usagers, mais évidemment, on ne vous paiera pas. Donc, c'est une espèce de forme de travail gratuit. On a déjà pointé depuis la montée en puissance de ces réseaux sociaux le fait qu'en réalité, nous les alimentons par notre énergie de façon totalement gratuite et volontairement. Mais là, ça devient beaucoup plus institutionnalisé, beaucoup plus systématique. Alors, les usagers qui ne sont pas d'accord sont confrontés à un dilemme. Est-ce qu'on reste pour contrer tous les discours qui relèvent de la manipulation et qui tentent à promouvoir un modèle autoritaire, voire fasciste, ou est-ce qu'on utilise les techniques de boycott qui, là aussi, sont aussi anciennes que les États-Unis, hein. Le fait de boycotter les produits britanniques de façon à ce que la couronne britannique ne puisse pas avoir les profits, c'est aussi vieux que la Révolution américaine. Et évidemment, ça a fait ses preuves à partir des années 50 avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Est-ce que ce sera suffisant pour contrebalancer les profits boursiers qui vont être engrangés, notamment par les crypto-monnaies ou par les délits d'initiés dont on suspecte fort Elon Musk de s'être rendu coupable lors de l'acquisition de Twitter? Il a acquis un grand nombre d'actions à un prix extrêmement bas, sachant très bien qu'il allait racheter lui-même
le réseau social et faire monter le cours en bourse. Donc là, on est face à une nécessité de réinventer des moyens de contrebalancer ce pouvoir monopolistique. Dès son investiture, Donald Trump est entré en action en frappant fort. C'est ce qui convient à son électorat qui attend des mesures immédiates et des résultats concrets, en particulier s'agissant du pouvoir d'achat. Là, ce qui est particulièrement marquant, ce sont les attaques contre la Constitution américaine, avec notamment le droit du sol, avec des contre-vérités sur les États-Unis qui prétend-il serait le seul État qui aurait le droit du sol. Ben, la France aussi, par exemple, et ce n'est pas le seul pays au monde. Là, on a des mesures euh, dont ces électeurs pensent qu'elles vont uniquement affecter les gens qui, selon eux, n'auraient pas droit à certaines protections. Mais en réalité, ces mesures risquent de mettre en péril des personnes qui n'ont rien fait de mal, des personnes qui sont parmi les plus vulnérables. Euh, et on a aussi ce risque avec la remise en cause de tous les programmes qui visent à pallier les discriminations structurelles qu'il nie, lui et ses électeurs, alors même que certains de ses électeurs sont confrontés à ces mêmes discriminations. On a le risque de voir démunies des personnes, par exemple en situation de handicap, parce qu'elles sont mises exactement dans le même pot que les minorités raciales, les minorités ethniques, dont Trump prétend de manière un peu globalisante qu'elles ne sont pas recrutées au mérite. Ça, c'est complètement faux. Les employés sont recrutés au mérite. Et je trouve assez ironique cette accusation et cette déclaration péremptoire de la part de quelqu'un qui nomme des gens qui sont loyaux à sa personne et uniquement à sa personne, non pas à l'intérêt collectif, non pas à la nation américaine, non pas à la Constitution américaine, mais qui sont loyaux à sa personne et qui brillent pour la plupart d'entre eux par leur incompétence. Je ne pense pas qu'on trouverait normal en France de nommer au ministère de l'Éducation nationale la patronne du catch ou de nommer un journaliste à la tête de la défense et de soutenir mordicus des personnes dont la moralité pose un certain nombre de problèmes. C'est pas, on ne peut pas hausser les épaules vis-à-vis de ça et dire qu'on a dépassé le puritanisme américain. Ce sont de réels problèmes d'éthique qui ont été posés lors de la première présidence Trump, lorsque ces propositions les plus extrêmes et les plus inquiétantes ont été bloquées par des militaires, notamment des hauts gradés, qui avaient la sécurité du pays à cœur, qui ne lui laissaient pas les mains libres euh, le- pour déclarer la loi martiale ou déclarer l'état d'urgence à tout bout de champ. Là, on n'a plus ce genre de choses. Le genre de contre-pouvoir qu'on voit en Corée du Sud, par exemple, malheureusement, n'est pas arrivé à terme aux États-Unis parce que les républicains au Sénat ont refusé d'admettre la gravité du coup d'État, de la tentative de coup d'État du 6 janvier, qui est maintenant est totalement minimisée, y compris dans l'opinion publique américaine, avec une grâce présidentielle dont Trump avait prétendu qu'elle ne s'étendrait pas à ceux qui avaient commis des actes violents. Je rappelle quand même que 7 policiers ont trouvé la mort soit le jour même de la tentative de coup d'État, soit à la suite de cet assaut du Capitole. Là encore, on est dans un paradoxe absolument ahurissant de voir des gens qui prétendent voter pour l'incarnation de la loi et l'ordre et qui minimisent le meurtre de policiers et l'attaque des institutions de l'État par des gens qui sont complètement fanatisés.